Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Work 3.0. Aujourd'hui, on va parler des aspirations des cadres du privé. Et pour cela, nous avons deux intervenants. Alors, désolé Jean-Hugues, honneur aux dames. Donc Flora Bollemin, tu es account director corporate et work experience chez l'IFOP. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Et Jean-Hugues, tu es vice-président de freelance.com. Bienvenue aussi. Merci. Tout d'abord, donc, on va parler de la nouvelle étude des cadres du privé, donc des aspirations des cadres du privé. C'est la 6e édition, je crois, pour freelance.com de cette étude-là. Est-ce que Flora, tu peux nous faire une présentation de cette étude ? Oui, bien sûr. Déjà, dire que nous, on est ravis à l'IFOP d'accompagner freelance sur toutes ces vagues de baromètres parce que ça donne énormément de profondeur à toutes les données qu'on peut avoir. On peut remonter assez loin pour observer les évolutions dans le temps auprès de la population cadre. Et donc, cette année, comme les années précédentes, on a interrogé un échantillon de 1000 cadres du privé. Donc, c'est un échantillon qui est solide, qui est représentatif, évidemment, et ça nous permet d'aller analyser en profondeur, justement, les mutations du rapport au travail des cadres du privé. Super. Jean-Hugues, qu'est-ce qui amène freelance.com à continuer cette étude avec l'IFOP chaque année ? Ce qui nous pousse à continuer à faire cette étude, c'est que justement dans le temps, on voit les grandes tendances sociétales. On va revenir dessus tout à l'heure sur certains points très précis, et ça nous montre des tendances très fortes qui se dégagent. Et le partenariat se renoue chaque année de façon très naturelle. C'est super d'avoir un baromètre justement qui montre ces tendances-là. Donc aujourd'hui, on va revenir sur 3 principaux enseignements. Un des premiers enseignements, moi, que j'ai tiré de cette étude, c'est la préoccupation des cadres du privé et notamment sur le pouvoir d'achat, il me semble. Oui, exactement. En fait, on a 38% des cadres qui soulignent que les changements dans la manière d'acheter et de consommer au regard du contexte inflationniste, c'est la dimension en fait qui évolue le plus cette année, qui les préoccupe le plus. Donc non seulement c'est la dimension numéro 1, mais en plus c'est une dimension qui progresse de 10 points. Donc ça nous dit à quel point finalement ils ont cette préoccupation pour eux et puis pour l'ensemble finalement de l'économie française. Ils ont conscience que c'est un élément très très important et ça va forcément jouer un rôle dans leur réflexion sur leur rapport au travail, leur évolution professionnelle et leur manière de se projeter dans le travail. C'est 10 points par rapport à l'année dernière, mais je crois que même que c'est plus 24 points par rapport à 2021. Donc on voit que c'est vraiment une forte tendance sur cette année. Exactement. Et ça prend le pas du coup sur d'autres dimensions qui sont reléguées un petit peu au second rang, c'est-à-dire que c'est vraiment la toile de fond du rapport au travail en ce moment des cadres. Jean-Hugues, est-ce que cette préoccupation, tu la ressens au sein de la communauté freelance.com globalement ? Je dirais qu'on la ressent au sein de la communauté freelance.com et on la ressent plus généralement au niveau des cadres qui jusqu'à maintenant étaient un peu privilégiés, un peu peu concernés par ce phénomène, que ce soit la pompe à essence, que ce soit au niveau de son caddie quand on fait les courses au supermarché. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a bien changé et effectivement ça rigidifie certains rapports au travail puisque la réflexion de mutation, d'évolution maintenant est liée à une notion économique. On a en termes de salariat une subordination à son employeur. Cette subordination, la contrepartie, c'est le salaire. Et donc, avec ce salaire, qu'est-ce que je peux acheter ? Voilà. Donc, on va voir dans cette analyse comment, à la fois, il y a une tendance très forte pour aller vers le freelancing et que le rapport au freelancing a évolué. Et en même temps, il y a un critère de réflexion supplémentaire qui s'est mis en place par rapport à ce fameux pouvoir d'achat. C'est super parce que ça nous permet de faire la transition avec le deuxième enseignement qui est l'image du freelance. On voit qu'il y a 80% des cadres du privé cette année qui ont une bonne opinion du travailleur, du travail en indépendance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate aussi chez freelance.com où vous avez une communauté très forte de freelance ? Absolument, c'est un peu l'effet
que de comète, je dirais, du Covid, parce que les gens ont appris à travailler comme un freelance, en fait. Ils ont appris à travailler de façon indépendante, de façon autonome. Et donc, la barrière ou la suspicion d'avoir quelqu'un qui arrive ou qui travaille de chez lui, etc., a complètement été balayée. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers une société hybride où les individus savent très bien qu'il y a des gens qui sont en permanence dans une structure et d'autres qui arrivent pour apporter une compétence à un instant T. Voilà, donc on a cette vision beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte au freelance. Tu parlais de 80% effectivement de bonnes opinions. Bah, c'est formidable, on va peut-être arriver un jour à 100%. Et c'est toute la logique du Work 3.0 justement qu'on essaye d'infuser ici, parce que on se rend compte que le talent prend le pas et qu'il n'y a plus de trajectoire linéaire comme nos parents avant, où on faisait 40 ans dans une société. Je crois que même dans l'étude, on voit que 29% des cadres ont songé à démissionner pour passer justement en travail indépendant. Flora, toi, est-ce que c'est une tendance de fond, le futur du travail, il est en freelancing? Alors, en fait, c'est vrai que c'est un chiffre qui est très intéressant à étudier. Et pour rejoindre ce que disait Jean-Hugues, en fait, ça montre qu'il n'y a pas de silo entre un travail salarié d'une part et puis un travail indépendant de l'autre part. Le fait que les cadres qui sont donc dans un format salarié aujourd'hui, au moment où on les interroge, non seulement ils aient une bonne opinion, même une bonne opinion très majoritaire, puisqu'on est à 80%, c'est déjà un marqueur très fort, et qu'ensuite, on est quasiment un tiers qui se projette, qui songe à démissionner pour travailler en tant que travailleur indépendant. C'est pas forcément qu'ils vont franchir le pas tout de suite, mais le fait que ce soit de l'ordre du possible, ça veut dire bien que il n'y a pas de cloison entre les différentes manières de travailler et qu'on peut se projeter dans une évolution au cours de sa carrière où on va alterner différentes phases entre salariat, travail indépendant, pourquoi pas mêler les deux, puisque c'est quelque chose qu'on avait mesuré aussi dans l'enquête. Et ça, c'est pour moi un marqueur de fond de ces dernières années dans l'évolution du travail. Exactement. Un des troisièmes enseignements, c'est cette année, vous avez rajouté notamment la logique de l'intelligence artificielle dans les enjeux, et on constate que dès cette année, le troisième enjeu majeur des 5 prochaines années chez les cadres, c'est l'intelligence artificielle, qui est plébiscitée à 26%, je crois, parmi les cadres. Comment on explique que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce soit un enjeu majeur chez les cadres? Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce cette année, on a justement introduit l'intelligence artificielle dans les enjeux qu'on mesurait traditionnellement dans le baromètre, et directement, en fait, l'intelligence artificielle se place à la 3e place du podium, juste après 2 autres dimensions qui vont relever plutôt de tout ce qui va être équilibre vie pro, vie perso, épanouissement au travail. Donc c'est intéressant de voir que c'est ces 2 dimensions en fait qui représentent les enjeux majeurs pour les cadres. Et sur l'intelligence artificielle principalement, en fait on voit que ça rentre vraiment dans le champ de leur considération, même s'il y a encore un certain niveau de doute, ou en tout cas d'opinions un peu partagées, puisque quand on les interroge sur le fait que ce soit plutôt une opportunité ou plutôt une menace pour leur travail et pour leur activité, finalement on a des opinions très partagées. Un tiers nous dit c'est une opportunité, un tiers nous dit c'est une menace, et puis un tiers nous dit je sais pas vraiment en fait. Donc le sujet il est pas totalement mature. Pour autant, on le voit arriver, on sent que les cadres ont tout à fait conscience que c'est un sujet dont ils vont devoir s'emparer si c'est pas déjà le cas, et ça va forcément bouleverser leur manière de travailler. Exactement. Oui, donc c'est 34% qui considèrent l'intelligence artificielle comme une opportunité contre 32% qui le considèrent comme une menace, et ni l'un ni l'autre qui est à 33%. Mais tout particulièrement sur cette question, il y a un écart qui se fait énorme quand on est jeune, quand il y a une opportunité, quand un cadre a déjà travaillé en freelance au cours de sa carrière. Est-ce que effectivement chez les freelances, chez les jeunes, on constate que c'est plus une opportunité cette intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Je crois qu'il ressort dans l'étude effectivement que quand on est freelance et quand on a moins de 35 ans, on voit l'intelligence artificielle véritablement comme une opportunité, comme un outil naturel d'évolution, alors que quand c'est pas le cas, on est un peu plus frileux et on se pose beaucoup de questions. On est vraiment aujourd'hui
à un point de basculement où les usages sont de plus en plus faciles d'accès pour les individus et les entreprises. Et ce qui est amusant aussi de remarquer avec l'intelligence artificielle, c'est que souvent l'entreprise se pose des questions et n'a pas de solution, et que les employés, eux, l'utilisent à titre personnel pour leur activité. Donc on voit que c'est un phénomène qui commence à prendre véritablement de l'ampleur et qui est d'autant plus facile lorsqu'on est freelance. Bah, ça montre que les salariés sont même indépendants dans leur travail en dehors de l'entreprise. Du statut, oui. Exactement. Pour finir, donc on a parlé des 3 principaux enseignements. Toi, Flora, en dehors de ces 3 enseignements, est-ce que tu retiens autre chose de cette étude? Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a énormément de questions qui est posées sur cette étude-là. Je crois que c'est plus de 30 questions. Est-ce qu'il y a un autre aspect que tu retiens? En fait, ce qu'on voit en transversal de tous les résultats d'études, ce qui transpire, on va dire, c'est vraiment cette notion que le travail à l'avenir, il va être vraiment hybride. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on cherche à abolir de plus en plus les silos. Il sera hybride à la fois pour les cadres qui pourront justement changer de statut un peu au gré de leurs besoins, leurs envies, leurs motivations du moment, leur recherche d'autonomie, d'indépendance éventuellement, qui pourront aussi revenir en arrière. C'est pas du tout quelque chose de figé. Et puis c'est hybride aussi du point de vue de l'entreprise, puisque elle va travailler avec ses cadres salariés habituellement, mais elle va travailler aussi avec des indépendants. Et d'ailleurs, on voit bien que la population cadre, elle n'est pas du tout effrayée par cette dimension, puisqu'ils sont 57% à trouver facile de travailler justement dans des équipes hybrides qui mêlent des salariés et des indépendants. Donc pour moi, c'est vraiment cette hybridité qui est la clé de lecture de tous les résultats d'enquête, et c'est vers ça qu'on va tendre de plus en plus. D'accord. Toi, Jean-Hugues, qu'est-ce que tu retiens du coup en dehors de ces 3 enseignements? Ce que je retiens, c'est effectivement une évolution sociétale assez majeure. On le revoit, le mot hybride, il est très actuel. On le voit aussi bien en termes de recrutement. Les recrutements se font de façon de plus en plus hybride sur ce qu'on appelle les soft skills, les capacités personnelles à se développer dans une entreprise. J'ai vu récemment une société de recrutement qui se vantait de faire du recrutement sans aucun CV. Voilà, donc on lance le pavé dans la mare, on se détache des recrutements traditionnels, et puis ensuite, tout au long de sa carrière, effectivement, on aura un statut soit d'auto-entrepreneur, soit d'une entreprise avec un cabis, soit de salarié porté. Et en fait, ça devient quelque chose qui devient accessoire. C'est plus un marqueur fondamental de sa vie professionnelle. Ça sera comment on va adopter les nouveaux usages et la facilité avec laquelle on le fera, qui fera qu'on sera pertinent et qu'on aura envie de rester dans un groupe et que ce groupe va s'épanouir et se développer. Et simplement aussi un dernier point, l'étude a montré que les gens étaient de plus en plus à la recherche d'entreprises à taille humaine, de moins de 250 personnes. Parce que ça donne beaucoup plus de sens. Il y a des circuits de décision qui sont beaucoup plus courts. Et donc, on va aussi vers cette morcellisation, je dirais dire. On va faire des départements de plus en plus à taille humaine pour que les gens puissent s'épanouir dedans. Voilà, donc je crois que c'est vraiment les enseignements de cette enquête. Merci Jean-Hugues. Merci. Merci Flora. Merci Alexis. Retrouvez toutes les interviews Work 3.0 sur notre chaîne YouTube et sur notre LinkedIn.